Bonjour Nathalie Hennick. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir pour la troisième conversation, Codex Conversations, série de conversations donc, dans lesquelles on reçoit des gens du monde de l'art, mais aussi du monde du business, de la communication, pour parler de culture, d'art contemporain à notre époque. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sociologie de l'art contemporain et nous allons reprendre donc, ton ouvrage, la trame de ton ouvrage, Le paradigme de l'art contemporain, que tu as publié en 2014. Alors peut-être que je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je suis donc sociologue au CNRS, je suis chercheur depuis 1986 et spécialisée notamment sur les questions d'art, donc d'art contemporain, mais aussi surtout de statut d'artiste. Et puis j'ai aussi une deuxième ligne de recherche sur la question de l'identité. Voilà, donc j'ai deux principales lignes de recherche et des valeurs, puisque mon avant-dernier livre portait sur les valeurs. D'accord. Il est paru quand? En 2017 chez Gallimard, et entre-temps j'ai fait paraître Ce que n'est pas l'identité en 2018 aussi chez Gallimard. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, ce sera pour une autre fois peut-être. Voilà. Mais donc là, nous nous concentrons donc sur le paradigme de l'art contemporain. Alors justement, pour reprendre la trame de ton ouvrage, peut-être qu'on peut commencer dans le dur avec la définition de ce que toi tu appelles le paradigme, d'où ça vient et oui, alors j'ai choisi ce terme en référence à un livre assez connu par les spécialistes d'histoire des sciences, un livre de Thomas Kuhn qui est paru dans les années 60 et qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques et qui explique que contrairement à ce qu'on croit souvent, les progrès en sciences ne se font pas de façon linéaire et continue par l'ajout de connaissances aux connaissances préexistantes, mais il se fait par ce qu'il appelle des révolutions, qui sont donc des modifications complètes dans la façon de concevoir les problèmes, de même concevoir quels sont les problèmes pertinents pour la discipline, et ça vaut pour toutes les disciplines, les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Et donc ça se fait par modification brutale du cadre de pensée, et c'est ce qu'il appelle un paradigme, c'est-à-dire en gros c'est un modèle inconscient, c'est le modèle qui structure les pensées sans qu'on en ait forcément conscience. Et donc j'ai fait le pari d'appliquer cette notion de paradigme et de révolution au monde de l'art en me demandant si l'évolution de l'histoire de l'art n'avait pas aussi connu une série de révolutions, non plus scientifiques mais artistiques. C'est la raison pour laquelle j'ai sous-titré le livre Structure des révolutions artistiques, d'une révolution artistique. Et donc j'ai systématiquement utilisé les critères qu'utilise Kuhn pour qualifier les paradigmes scientifiques, je les ai utilisés pour qualifier les paradigmes artistiques. Et il m'a semblé que ça éclairait tout à fait ce qui se passe avec l'art contemporain, qui est vraiment un nouveau paradigme. D'accord. Donc le paradigme de l'art contemporain, si on peut reprendre un petit peu son historicité, né avec Duchamp peut-être avant Alors c'est un peu compliqué de donner des dates de naissance, mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il se constitue en rupture avec l'art moderne. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas contre l'art classique que se fait l'art contemporain, c'est contre l'art moderne. Et la confusion art moderne, art contemporain est source des plus gros malentendus en fait sur l'art contemporain. Et donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment une unité du paradigme de l'art contemporain qui n'est pas chronologique, c'est pas une question de période, contrairement à ce que laisse entendre le mot contemporain, c'est une question de genre, c'est-à-dire de caractéristiques proprement génériques, caractéristiques plastiques et autres, puisque tout le pari du livre, c'est de montrer que au-delà des caractéristiques formelles des œuvres d'art contemporain, leur forme, leur façon d'être induit des modifications fondamentales de tout le milieu de l'art contemporain, de l'économie, de la matérialité des choses, des musées, etc. Et donc c'est toute cette révolution artistique que j'essaye de décrire. Donc rupture avec le paradigme moderne qui lui-même avait rompu avec le paradigme classique, puisque dans le courant du XIXe siècle, on sait qu'à partir des impressionnistes, une nouvelle façon de concevoir la création picturale et la sculpture se met en place, qui consiste à affirmer qu'une œuvre réussie n'est pas une œuvre qui
met en pratique les canons académiques de la figuration, comme ça a été le cas durant toute la période classique, disons, mais c'est une œuvre qui nous permet d'entrer en contact avec ce que ressent l'artiste, ce qu'il voit. Donc c'est une œuvre qui exprime l'intériorité de l'artiste. Et c'est ce qui permet de renouveler complètement la création, puisque ça autorise une individualisation, une personnalisation du travail de l'artiste qui était à peu près impossible du temps de l'art académique. Donc, expression de l'intériorité de l'artiste, ça c'est vraiment la clé de voûte du paradigme moderne, qui va se décliner génération après génération avec toute une série de mouvements. Après les impressionnistes, on aura les symbolistes, les post-impressionnistes, les cubistes, fauvistes, structuralistes, surréalistes, tous les courants qu'on connaît, hein, voilà, et qui va durer à peu près un siècle. Alors, l'art contemporain va commencer à émerger dans les années 50, 1950, mais il a eu une sorte de préhistoire avec les ready-made de Duchamp. Alors, pas avec Duchamp lui-même, parce qu'une grande partie des œuvres de Duchamp sont des œuvres picturales qui s'inscrivent dans l'art moderne. Hein. Le nu descendant l'escalier, c'est typiquement une peinture cubiste du paradigme moderne. Il a d'ailleurs essayé de rentrer chez les cubistes, mais les cubistes étaient... Oui, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, donc dans les années 1910, à un moment où le paradigme moderne était absolument triomphant, Duchamp invente les ready-made, qui sont donc des objets pris au monde ordinaire et notamment au monde industriel et présentés comme des œuvres d'art, ce qui sur le moment est simplement un jeu sans conséquence parce qu'aucun de ces ready-made n'est exposé nulle part, bon, y compris le Fountain, le fameux urinoir de 1917 qu'il a apporté au Salon des Indépendants mais qui n'a jamais été exposé. Et c'est simplement dans les années 50-60 que Duchamp décidera de fabriquer des répliques de ces ready-made et de les mettre en vente. Bon. Et qui fait que maintenant elles figurent dans les grandes collections, les musées, etc. Donc il y a, on pourrait ainsi dire, une préhistoire de l'art contemporain. Et pourquoi est-ce que le ready-made est une préhistoire de l'art contemporain? C'est qu'il affirme, enfin il affirme en tout cas, il est à l'évidence un objet qui transgresse les frontières de l'art, et notamment ce critère fondamental en art moderne comme en art classique, qui est qu'une œuvre d'art doit être faite de la main de l'artiste. Bon, première transgression majeure. Ça transgresse également l'impératif de beauté, hein, qui était quand même aussi très important en art moderne et en art classique, même si les critères de beauté se sont modifiés et n'étaient pas les mêmes pour le paradigme moderne et le paradigme classique, mais l'idée même qu'une œuvre d'art doit être belle n'était pas interrogée, elle allait de soi. Avec l'art contemporain, elle va devenir problématique, puisque Duchamp n'a jamais affirmé qu'un urinoir était beau, ni un porte-bouteille, etc. Bon. Donc il y a toute une série de critères qui allaient de soi jusqu'alors pour définir l'œuvre d'art, qui vont être systématiquement mise à mal avec l'art contemporain et notamment donc avec les ready-made. Et du même coup, s'ensuit une conséquence qui est aussi constitutive de l'art contemporain, c'est que en art contemporain, l'œuvre d'art ne réside plus dans l'objet proposé par l'artiste, parce que l'œuvre d'art, c'est pas l'urinoir. Hein. L'œuvre d'art, c'est l'ensemble de la proposition, des conséquences qu'elle a, des innombrables discours qu'elle provoque, c'est l'idée de la proposition et non pas l'objet lui-même. Ce qui fait que ça étend énormément les frontières même de l'œuvre d'art et ça l'étend à des mondes qui auparavant n'étaient pas inclus dans la notion d'œuvre d'art, notamment la question du discours, puisque en art contemporain, une œuvre est toujours accompagnée d'un discours, même si ça n'est pas dans l'exposition, mais en tout cas avant et après. Et la question de l'intégration du contexte, que ce soit le contexte des intermédiaires, des critiques d'art, des commissaires, du public, etc. Enfin, il y a toute une série de conséquences qui font que l'œuvre d'art donc, ne réside plus dans l'objet en art contemporain et nécessite une rupture avec le corps de l'artiste. C'est-à-dire qu'on n'a plus, comme en art classique et en art moderne, l'idée de la continuité entre la touche qu'on voit sur la toile et le corps de l'artiste via le pinceau, la main, etc. Cette continuité est rompue
et on a des objets fabriqués, bricolés, des installations, des performances, du land art, de la vidéo, toutes sortes de propositions qui font que l'œuvre n'a pas forcément à être produite par l'artiste pour être une œuvre d'art. Voilà ce qu'est le paradigme de l'art contemporain. Pour le définir dans son ensemble. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on prend 100 ans, si on prend un siècle entre 1850 et 1950, on a sur ce laps de temps l'art ancien, les fins de l'art ancien en 1950. 53, c'est Déjeuner sur l'herbe, il me semble. Non, c'est l'Olympia, c'est l'Olympia de Manet et celle de Cabanel. Donc les deux paradigmes qui s'affrontent. 73, donc le paradigme moderne avec Monet, etc. Et jusqu'en 1950, donc l'émergence de l'art contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant justement l'art ancien? Est-ce que c'était... le paradigme classique. Le paradigme classique, c'était simplement l'idée qu'une œuvre doit mettre en pratique les conventions académiques de figuration, quels que soient les genres. Alors, il y avait une hiérarchie des genres extrêmement puissante. Au sommet de la hiérarchie, il y avait ce qu'on appelle la peinture d'histoire, c'est-à-dire toutes les œuvres qui mettent en scène des récits, des textes, que ce soit des textes religieux ou profanes, et puis les portraits, les paysages, les scènes de genre et la nature morte qui était tout en bas. Voilà, donc on avait une hiérarchie des genres très établie. L'idée d'une figuration soit idéalisée lorsqu'il s'agissait de mettre en scène des récits historiques avec des personnages imaginaires, des dieux, etc., soit réaliste lorsqu'il s'agissait des genres mineurs qui montraient des objets de la vie quotidienne. Mais tout ça allait de soi. Voilà. Mais ce classement des genres, du coup, c'est ce qui définit l'art classique et on peut dire qu'il est né plus ou moins à la Renaissance. Enfin, que les grandes... on avait déjà au Moyen-Âge quand même voilà, en gros, à partir du Quattrocento, de la fin du Moyen-Âge, les choses se systématisent, notamment avec la création des académies de peinture et de sculpture, au XVIe en Italie, au XVIIe en France, qui vont donc formaliser et institutionnaliser les hiérarchies des genres. Et les codes de la figuration, la perspective, enfin tout ce qu'on connaît bien et qui a été le fondement de l'art pendant plusieurs siècles. D'accord, très bien. Donc maintenant on peut rebasculer peut-être sur l'art contemporain et son historicité peut-être un peu plus précise, date par date, donc avec la préhistoire de Duchamp, on en a parlé, et maintenant les grandes dates en fait qui ont fait les grands moments de l'art contemporain. Oui, alors au milieu des années 50 apparaissent des propositions très étranges pour l'époque, qui vont rester pendant longtemps très marginales, puisque dans les années 50, l'art moderne était en pleine expansion. C'était l'école de Paris, c'était vraiment l'expressionnisme abstrait ou figuratif. On était vraiment dans l'assomption de l'art moderne, et malgré ça, arrivent quelques propositions assez transgressive. En France, celle de Yves Klein avec son exposition du vide, qui va en guise d'exposition à la galerie Iris Clair montrer le vide. Il n'y aura rien dans la salle, ce qui est quand même pour le coup assez transgressif. On a aussi aux États-Unis Rauschenberg au même moment, à peu près la même année, milieu des années 50, qui va, entre autres propositions, faire un erase deconing drawing, donc il va effacer à la gomme un dessin au crayon de Kooning, grand héros de l'expressionnisme abstrait, et il va exposer cette feuille vide du même coup, comme le vide de Klein, sous ce titre-là, donc dessin de Kooning effacé. Et puis on a aussi au même moment au Japon un certain Murakami qui n'est pas beaucoup passé à la postérité, sauf pour le fait d'avoir en public installé un écran avec une feuille de papier tendue dans l'écran, et il a traversé cette feuille de papier en la faisant exploser évidemment, et c'était sa performance, voilà. Et donc on a une installation, Yves Klein, une performance, Murakami, une proposition conceptuelle avec Rauschenberg, et on a les trois grands genres de l'art contemporain qui apparaissent au même moment, un peu comme des gags à l'époque, évidemment, c'est perçu comme des amusements, mais qui peu à peu vont se systématiser. Aux États-Unis, Léo Castelli, le grand galeriste de l'art moderne américain d'après-guerre, va se convertir lui aussi aux jeunes artistes qui vont, alors qui n'étaient pas encore appelés art contemporain, mais qui vont devenir
des grandes figures de l'art contemporain, donc Rauschenberg, Jasper Johns, etc., Frank Stella et d'autres. Il va donc les exposer, les faire exposer dans les musées. En France, on a une série de petites galeries qui, elles aussi, vont mettre en avant, notamment avec les nouveaux réalistes, un nouveau courant. Et puis en Italie, on aura l'Arte Povera qui va arriver dans les années 60. Le coup de tonnerre de tout ça, ça va être en 64, la Biennale de Venise, où tout le monde pariait sur un grand prix accordé à des représentants de l'art moderne de l'époque. Et coup de tonnerre, ça a été Rauschenberg, justement, qui a eu le grand prix. Et là, ça a été vraiment le basculement du paradigme moderne au paradigme contemporain et de Paris à New York, comme le titre du livre de Guilbeault, Comment New York vola l'idée d'art moderne, qui est un titre faux parce qu'il aurait dû être Comment New York vola l'idée d'art contemporain, puisque c'est vraiment la contemporanéité qui va se déplacer dans l'espace et se déplacer du côté de l'Amérique. D'accord. Et donc au moment de cette Biennale de Venise, c'est vraiment perçu comme un basculement. Aujourd'hui, les gens étaient stupéfaits. Stupéfaits. Ça a été un coup de tonnerre dans le monde de l'art. Ensuite, dans les années 70, on aura de plus en plus de propositions relevant de l'art contemporain, comme par exemple Support Surface en France, qui, là encore, rompt le lien entre le corps de l'artiste et la peinture. On a le développement de formes de peinture grand format à l'acrylique et non plus petit format à l'huile, comme dans l'art moderne. Et ça aussi, ça va être considéré comme une rupture très importante. Et ensuite, toute une série de courants qui vont, alors la trans-avant-garde, etc. Enfin, bon, au niveau international, et ça aussi, c'est quelque chose de très fondamental. En art moderne, Paris était vraiment le centre incontesté de la peinture mondiale, alors qu'avec l'art contemporain, on va avoir une mondialisation. Il y aura différents centres. Paris continue un petit peu, mais New York beaucoup, je l'ai dit, Londres, Berlin, Milan, enfin voilà, le Japon. Et puis, à partir des années 90, les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, avec une extension, là encore, pour le coup, une vraie mondialisation de l'art contemporain. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment pour l'histoire de l'art contemporain. Oui. Et on arrive, quelles sont, par exemple, dans les dernières 2 décennies, on va dire, les principales dates qui marquent peut-être la continuité de cette histoire et peut-être le début de sa rupture? Alors, un moment extrêmement important, donc l'art contemporain monte en puissance. Il s'impose dans un certain nombre de galeries, il s'impose dans les musées, donc il y a toutes sortes de musées d'art contemporain qui sont créés à partir des années 70, 80, 90. Maintenant, chaque grande capitale a un musée d'art contemporain, ce qui n'existait absolument pas il y a 2 générations. Donc on a vraiment une structuration institutionnelle au niveau du marché également, des revues, beaucoup de revues qui se créent. Donc l'art contemporain devient peu à peu l'art dominant et ringardise complètement le paradigme moderne, sans parler du paradigme classique qui a explosé depuis très longtemps. Bon. Et là-dessus, alors on peut donner 2 dates. On peut en France donner une date qui est le début des années 90 avec l'apparition d'une opposition à l'art contemporain, ce qu'on appelait la querelle de l'art contemporain, avec notamment un célèbre article de Baudrillard dans Libération disant que l'art contemporain c'était de la merde, en gros, et qui fait apparaître une opposition qui n'est plus du tout celle des anciens contre les modernes, qui était la structuration qu'on avait toujours connue, les anciens qui étaient pour la figuration, les modernes pour l'abstraction, etc., mais qui était la défense de la peinture contre un art contemporain considéré comme trop conceptuel et rompant de façon trop systématique avec une base qui était celle essentiellement de l'art moderne. Ce qui veut dire que cette contestation de l'art contemporain ne se faisait plus depuis la droite, n'était plus une contestation de droite comme un art avant-gardiste considéré comme de gauche, mais c'était à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire une contestation anti-institution, puisque l'art contemporain en France avait été très soutenu par les institutions à partir des années 1980, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et donc c'était une sorte de bronca de gauche, anti-institution, anti-État et anti-art contemporain conceptuel soutenu par les institutions au profit d'une défense d'une peinture considérée comme devenue
la partie totalement dominée du monde de l'art. Bon. Et donc ça a été, et ça continue d'ailleurs, hein, l'opposition est toujours extrêmement virulente et souvent très mal comprise parce que, évidemment, on reste beaucoup dans le schéma, les anciens, les modernes, la droite, la gauche, qui ne permet pas de comprendre le problème aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une première date. Et une deuxième date, quelques années plus tard, et cette fois-ci, on se déplace en Grande-Bretagne, à Londres notamment, avec les Young British Artists, qui est un groupe de jeunes artistes, avec essentiellement Damien Hirst, qui est le plus connu d'entre eux, qui vont proposer des installations très frappantes, très sensationnelles, hein, comme par exemple le fameux veau coupé en deux dans le formol, le requin dans le formol, etc. Et qui vont être mises en avant par un publicitaire qui s'appelle Saatchi, qui a une galerie d'art et qui va organiser une exposition à juste titre nommée Sensation, Sensation, qui va faire sensation et qui va se déplacer aux États-Unis ensuite et qui va lancer ce groupe de jeunes artistes qui vont plaire énormément parce qu'ils proposent des choses qui sont immédiatement lisibles, très spectaculaires et qui donc vont pouvoir intéresser des gens qui n'ont pas forcément une grande culture de l'histoire de l'art, mais qui sont époustouflés par le côté comme ça très très frappant, hein, de ces provocants, frappants, très provocants, oui. Et donc aussi bien des jeunes traders qui ont fait fortune dans la finance dans les années 90, et là on a immédiatement les effets de la financiarisation du monde occidental, puisque vont se créer des grandes fortunes qu'il va bien falloir dépenser, et donc on a un investissement de l'art contemporain comme un objet soit de goût, soit de spéculation. Et puis les BRICS en même temps qui émergent et qui du coup vont permettre d'ouvrir le monde des collectionneurs de peinture à de nouveaux collectionneurs, eux aussi pas forcément très férus en art moderne ou en art classique, et qui vont trouver dans ce style-là d'art contemporain quelque chose qui les touche immédiatement, qui leur parle, et qui va donc permettre de faire monter sur le marché de l'art des prix absolument spectaculaires qui n'existaient absolument pas auparavant. Et on va voir apparaître des stars comme donc Damien Hirst, comme Jeff Koons aux États-Unis, comme Murakami, mais un autre Murakami au Japon, et qui vont proposer des objets faits dans des conditions quasi industrielles, parce qu'ils ont tous une entreprise avec des aides, hein, qui fabriquent les objets qu'eux-mêmes conçoivent, et qui vont être exposés dans le monde entier et atteindre des prix énormes, soit sur le marché, soit dans les salles des ventes, et qui vont complètement modifier l'aspect du monde de l'art, puisque les gens vont avoir le sentiment que le monde de l'art est devenu essentiellement un monde mercantile et spéculatif, ce qui n'est que partiellement le cas, c'est-à-dire que c'est la partie la plus visible, parce que la presse en parle, mais qui dissimule le fait que le monde de l'art contemporain est extrêmement profus, il y a énormément d'artistes évidemment, parce que ça fascine, mais parmi tous ces artistes, il y en a beaucoup qui soit vivent du RSA et ne percent pas ou perceront très tardivement, soit sont des artistes qui sont promus dans le monde très particulier de l'art public, subventionné en grande partie avec des centres d'art, les FRAC, etc., enfin surtout en France, certains musées d'art contemporain, qui n'ont pas vraiment besoin du marché privé, en tout cas à court terme, mais qui peuvent subsister dans une économie parallèle qui est une économie subventionnée. Donc on a ce double monde de l'art, très spéculatif dans le secteur privé et très de spéculation intellectuelle dans le secteur public, puisque dans le secteur public, il y a tout un accompagnement de critiques d'art spécialisées, d'interprétation, etc. Et ça va se matérialiser, si on peut dire, par la dissociation des lieux de monstration de l'art contemporain entre, d'une part, les lieux privés que sont les biennales, qui montent en puissance, qui sont devenus vraiment le lieu par excellence où les galeries d'art montrent et vendent les œuvres de leurs artistes, et d'autre part, c'est les biennales que... non, c'est les foires. Oui. Pardon. Parce qu'il y a il y a les foires et les biennales, voilà. Donc je reprends. Donc d'une part, on a le monde des foires d'art contemporain qui sont le lieu
où les galeries montrent et vendent leurs artistes, qui sont donc le secteur privé, et d'autre part les biennales, qui, de même que les foires, sont montées en puissance à partir des années 60 et qui sont devenues extrêmement importantes aussi parce qu'elles vont permettre non pas de vendre, on ne vend pas dans une biennale, mais de montrer, de faire exister publiquement des œuvres qui, elles, ne sont pas toujours aussi présentes sur le marché que les œuvres montrées dans les foires. Donc là, on a là encore une sorte de double de duplication du monde de l'art contemporain qui a complètement périmé la structure d'exposition qui primait au moment du paradigme moderne, qui étaient les salons. Il n'y a plus de salons. Les salons n'existent plus que des petits salons où les artistes payent leur stand, notamment en province, il y en a aussi à Paris, mais qui sont devenus, sauf à l'exception de quelques-uns, assez dévalués et qui sont plutôt réservés aux artistes qui continuent à faire du moderne. Du moderne, voilà. Voilà. Alors, comment fonctionnaient les salons, justement? Parce que ça, c'est quelque chose. Alors, les salons, ça a été la grande invention du paradigme classique au XVIIIe siècle, parce que pour pouvoir appartenir à l'Académie de peinture, qui était considérée comme l'institution prestigieuse par rapport à la corporation qui, elle, était réservée aux artisans considérés comme moins doués, pour pouvoir appartenir à l'Académie, il fallait ne pas tenir boutique, c'est-à-dire ne pas apparaître comme un artisan commerçant, donc ne pas vendre directement, exposer directement sur rue et vendre directement ce qu'on faisait. Et du même coup, les artistes académiciens se sont retrouvés en mal de lieux pour faire connaître leur travail, puisqu'ils ne pouvaient plus le montrer directement dans leur atelier ou leur boutique. Et du coup, ils ont inventé cette idée des salons de peinture qui permettent de montrer ce qu'on fait sans vendre, donc de dissocier l'appréciation esthète de la vente. Donc ça a très bien marché du 18e au fin du 19e. Au 19e, le salon a été pris en charge par l'ancienne académie qui était devenue l'Institut, mais avec évidemment une rigidification des critères de sélection qui font qu'une très grande partie des peintres qui sont apparus au 19e siècle n'ont pas pu, ne pouvaient pas exposer au salon tout simplement parce qu'il y avait une sélection drastique, et notamment une sélection qui privilégiait la peinture qu'on dit maintenant académique, qui était une peinture d'histoire très traditionnaliste. Et donc, c'est comme ça qu'ont été créées des structures parallèles, le Salon des Refusés, et puis toute une série d'autres salons, le Salon d'automne, le Salon des Indépendants, etc., qui se sont créés dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui ont continué pendant une grande partie du XXe siècle et qui, encore une fois, perdurent aujourd'hui, mais uniquement pour l'art moderne, quasiment uniquement pour l'art moderne. Oui. D'accord. Alors, donc avec l'art contemporain, on rentre dans un nouveau paradigme, et l'œuvre aussi rentre dans un nouveau paradigme, et après, il y a un concept que tu appelles, toi, le régime de singularité. Peut-être que tu peux en parler. Donc, il y a ce régime de singularité, et après, la question du discours. Donc, c'est un peu les deux... Alors, ce que j'appelle régime de singularité, en fait, c'est un régime de qualification des œuvres, des objets, des actions, etc., qui considère a priori que tout ce qui est singulier, hors du commun, original, novateur, personnel, bizarre, atypique, c'est bien, c'est intéressant, alors que le régime de communauté considère que ce qui est commun, partagé, conventionnel, déjà connu, c'est bien. Bon. Ce qui se passe au XIXe siècle, et c'est ce que je raconte dans un livre qui s'appelle L'élite artiste, c'est le basculement du régime de communauté au régime de singularité en art. C'est-à-dire qu'entre le paradigme classique et le paradigme moderne, on voit s'inverser complètement le sens de ce qui a de la valeur, en art en tout cas, et apparaître l'idée que plus c'est atypique, moins ça rentre dans les schémas connus, mieux ça vaut. Bon. Et ça, c'est absolument... Ça s'était jamais vu. Ça c'était absolument coup de tonnerre, voilà. Donc ça, c'est vraiment la révolution du paradigme moderne. Donc ce régime de singularité va s'imposer peu à peu, d'abord auprès des spécialistes, des critiques spécialisés, puis de plus en plus auprès du grand public, et devenir d'une certaine façon la norme. Alors, l'art contemporain ne rompt pas avec cette norme de la singularité, bien au contraire, elle la systématise, puisque en art moderne, la transgression qui était constitutive du régime de singularité
portait simplement sur le contenu de ce qui était peint, c'est-à-dire sur les conventions de la figuration académique qu'il fallait transgresser, au nom du fait que l'art devait exprimer le ressenti de l'artiste. Bon. Dans cette transgression des frontières de l'art, il y a cette idée que l'œuvre va résider non plus dans l'objet lui-même, mais dans la proposition de l'artiste, comme avec les ready-made, et que si cette proposition n'est pas accompagnée d'une interprétation, d'une explication, etc., ça ne marche pas. D'ailleurs, l'urinoir de Duchamp n'aurait jamais existé si Duchamp n'avait pas convaincu son ami photographe Alfred Stieglitz de publier dans sa revue The Blind Man une photo de l'urinoir accompagnée d'un texte signé d'un pseudonyme, mais qu'avait écrit Duchamp, et qui fait une sorte d'exégèse, d'herméneutique de l'urinoir. Et c'est là encore parfaitement emblématique de ce qui se passe avec l'art contemporain. Il y a toujours un texte qui propose une signification, une interprétation. Alors, c'est souvent un peu conventionnel, c'est souvent l'idée que l'œuvre interroge, critique, met en jeu, etc. Bon, il y a toujours ce que j'appelle une herméneutique critique ou une herméneutique interrogative. Mais c'est toujours l'idée de la transgression, qui est la clé de voûte, qui est le mode d'emploi, d'une certaine façon, de l'art contemporain. D'où la prévalence du discours, surtout lorsque ce sont des œuvres conceptuelles, ce qui est une grande partie, pas toutes, mais une grande partie des œuvres d'art contemporain, et ce qui évidemment heurte de plein fouet les attentes des spectateurs qui sont encore dans le paradigme moderne et pour qui l'œuvre d'art doit fournir d'abord une sensation, un plaisir, une sensation visuelle, une émotion qui est procurée directement par l'objet sans avoir à passer par la médiation du discours. Et évidemment, tout ça change avec l'art contemporain. D'où j'ai consacré un chapitre dans le livre à l'importance du discours dans le monde de l'art contemporain qui est systématiquement stigmatisé par les opposants à l'art contemporain au nom d'un paradigme moderne, mais qui n'est pas le bon paradigme pour comprendre le fonctionnement de l'art contemporain. D'accord. Donc ce discours, en fait, il est évalué. Il est à la fois évalué par toute la sphère institutionnelle, donc celle qui donne la valeur, le musée, le critique, le média, et également évalué par le marché, donc les foires, les galeries. L'œuvre ou le discours, je dirais. Le discours, il est produit par les intermédiaires. Parce qu'un mauvais artiste, c'est un artiste qui fait lui-même l'accompagnement de son œuvre, c'est-à-dire qui va proposer le discours d'accompagnement. Ça, en général, c'est les jeunes artistes ou les artistes un peu naïfs qui n'ont pas compris, comme l'avait très bien compris Duchamp, que pour réussir l'opération d'extension des frontières de l'art qui permet d'y introduire des œuvres transgressives, il faut un dispositif d'intégration qui passe par le discours des spécialistes et non pas de l'artiste lui-même. Il ne faut pas qu'il fasse sa pub lui-même. Quand Duchamp avait publié un commentaire sur l'urinoir, il l'avait signé d'un pseudonyme. Il ne fallait surtout pas que ce soit lui-même qui puisse être considéré comme le promoteur de ce discours. Donc le discours, c'est celui des critiques d'art, c'est celui des commissaires, signés ou pas. Si vous allez voir une expo d'art contemporain, vous aurez un petit texte à l'entrée, pas forcément signé, quelquefois signé du critique, quelquefois pas, qui vous donnera une sorte de mode d'emploi discursif. Bon, voilà. Et donc, toutes ces... Ou s'il n'y a pas de discours d'accompagnement disponible pour le spectateur, vous pouvez être certain que l'artiste aura raconté au commissair d'expo qui l'aura choisi pourquoi il a fait ça, comment ça se situe dans son parcours, ce qu'il a voulu dire, etc., etc. Il y a toujours un moment où ça passe par du discours. Bon. Et donc, ben voilà, c'est ce discours qui va permettre de faire œuvre et de faire en sorte que l'œuvre sorte de la tête ou de l'ordinateur de l'artiste. Je ne dis pas forcément son atelier, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'atelier en art contemporain, pour entrer dans une circulation qui va lui permettre d'aller dans une galerie, chez un collectionneur, dans une foire, une biennale, etc. Peut-être que tu peux détailler un petit peu le marché, le côté... l'évolution du marché, donc avec la naissance par exemple des foires dans les années 70, donc Art Basel, et puis la multiplication incroyable de ces foires, la multiplication des galeries, la multiplication des marchés et de l'offre aussi, la multiplication des artistes. Comment est-ce que ce marché de l'art contemporain finalement a commercialisé l'idée de l'art contemporain et où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2019? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu un marché. Depuis que des
gens proposent des images, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, il faut bien qu'ils vivent, donc il faut bien qu'ils vendent. Bon. Donc le marché n'est pas une invention ni de l'art contemporain, ni de l'art moderne, ni de l'art classique. Bon. Simplement, il prend des formes différentes. Et ce qui est très amusant, c'est de constater que du temps de l'art conceptuel des années 60-70, donc la première génération de l'art contemporain, une bonne partie des artistes, bon, bien sûr, ils avaient besoin de gagner leur vie, mais ils considéraient que vendre leurs œuvres et les vendre cher, c'était assez vulgaire. Bon, et je cite dans le livre Christian Boltanski, qui, dans ses mémoires, explique qu'au début des années 70, quand il était un jeune artiste, il vivait en faisant du travail de grouillot pour une galerie, hein, juste pour gagner sa vie. Que par ailleurs il faisait ses œuvres, mais que ses amis et lui considéraient que les artistes qu'il vendait étaient vraiment totalement vulgaires, quoi. Ça se faisait pas, c'était pas sérieux. Bon, alors, il exagère peut-être un peu, mais pendant la première, voire la deuxième génération de l'art contemporain, le marché n'était pas très très présent. Alors bien sûr, il pouvait l'être, hein. Il pouvait y avoir des ventes, et même assez onéreuses, mais c'était pas énorme, ce n'était pas forcément des prix spectaculaires. Les artistes étaient très contents quand ils pouvaient vivre, quand ils pouvaient avoir des expositions, c'est ça qui comptait, éventuellement des achats par les musées, ça aussi ça compte beaucoup, et des critiques par des grands critiques, c'était ça qui comptait. Bon. Et c'est seulement à partir de la fin des années 90, et notamment des années 2000, comme je l'ai expliqué suite à l'arrivée de la finance, hein, et de la spéculation, que le marché s'est énormément développé. Mais encore une fois, ça ne vaut que pour une fraction de l'art contemporain, contrairement à ce qu'on croit. Et tu ne penses pas que cette fraction, du coup, influence le reste du paradigme, et qu'aujourd'hui, les jeunes artistes créent dans cette logique-là? Pas tous, parce que le monde de l'art contemporain est extrêmement diversifié, très clivé. Donc, une bonne partie des artistes méprisent souverainement ce qui est sur le marché et trouvent que c'est d'une vulgarité absolue et voudraient pour rien au monde faire du Jeff Koons, par exemple. Bon. Donc, c'est important de voir qu'on n'a pas forcément les mêmes conceptions de ce que doit être une carrière artistique et une œuvre d'art. C'est vrai qu'il y a un monde de l'art beaucoup plus conceptuel et intellectuel qui est assez présent dans les artistes soutenus par les institutions françaises. En Allemagne, on a beaucoup plus d'artistes qui pratiquent de la peinture, mais une peinture très particulière, puisque, comme je l'explique dans le livre, il faut des critères très spéciaux pour pouvoir faire de la peinture tout en restant un artiste contemporain, sans être relégué dans l'enfer de l'art moderne. C'est très particulier. Il y a des courants britanniques, il y a des courants américains, ben voilà, il y a des courants extrêmement diversifiés, dont certains sont, encore une fois, directement en prise avec des grandes galeries qui font beaucoup d'argent, et d'autres n'apparaissent même pas ou à peine dans les galeries ou dans des galeries beaucoup moins connues. Donc c'est très varié. Ça dépend. Okay, ouais, très bien. Ouais. Dans les spécificités de l'art contemporain qui font qu'il ne ressemble pas à l'art moderne, non seulement du point de vue de l'aspect des œuvres, mais aussi du point de vue du fonctionnement du monde de l'art, il y a le fait que les intermédiaires sont devenus fondamentaux. Alors ça avait commencé avec l'art moderne, puisqu'on sait que du temps des impressionnistes, on a commencé à voir apparaître des marchands spécialisés non seulement en art, ce qui était déjà une rupture avec ce qui se passait auparavant, mais en art d'avant-garde, bon, avec Vollard, enfin c'est très bien connu sur les impressionnistes. Bon. Donc, ce sont déjà des intermédiaires importants, plus, et on ne le sait pas assez, parce qu'on est souvent obnubilé par la question de l'argent, des critiques spécialisés qui vont écrire dans des revues, souvent d'avant-garde, et qui vont énormément contribuer à faire exister les jeunes artistes. Par exemple, Van Gogh a été découvert par un jeune critique qui a fait un long article sur son travail, et ça a été extrêmement important. Donc, les galeristes, et du coup les collectionneurs, en lien avec les galeristes, les critiques d'art, et ce qui va devenir vraiment spécifique de l'art contemporain, c'est le rôle des commissaires d'exposition, qui va émerger à partir des années 60, 60-70, notamment avec ce qui est considéré comme le pape des commissaires d'art contemporain, qui est Harald Zeman, hein, qui est mort maintenant, et qui a vraiment inventé l'idée qu'un commissaire d'art contemporain est une sorte d'auteur d'exposition qui va faire exister quelque chose qui n'est pas seulement le fait de montrer un artiste,
mais le fait d'organiser un espace dans lequel va se passer un événement qui va être la mise en présence de propositions d'artistes qu'il va choisir pour leur proximité ou la façon dont ils entrent en contraste. Enfin, il y a vraiment l'idée que l'exposition devient en elle-même une œuvre de l'esprit, un événement culturel, au lieu d'être simplement une occasion de présenter un artiste. Bon. Et ça va être aussi constitutif de l'art contemporain, va énormément modifier la physionomie des biennales, puisque maintenant on confie une biennale à un commissaire dont le nom est connu, hein, ça va être la biennale de un tel ou un tel, ce qui était inenvisageable il y a encore 40 ans. Et le un tel ou un tel va donner sa coloration, ses goûts, etc., à ce qui va être présenté. Et donc ces commissaires d'exposition, quelquefois conservateurs de musées, pas toujours, ont acquis une place absolument fondamentale dans l'art contemporain. Donc tout ça, ce sont des intermédiaires sans qui les propositions des artistes, encore une fois, ne sortiraient pas soit de l'atelier lorsqu'il en existe encore, soit de la tête ou de l'ordinateur de l'artiste. Et pour que ces propositions sortent et soient exposées au public, il faut des intermédiaires, et ce sont eux qui font quand même essentiellement le monde de l'art contemporain. Pour rebondir justement sur l'émergence des curateurs et des commissaires d'expo, ils déplacent aussi les expositions, c'est-à-dire qu'ils déplacent les lieux d'exposition traditionnels, musées, centres d'art, galeries ou grandes biennales, ils les déplacent dans d'autres institutions. Et le fait que le curateur valide l'exposition et la crée de toutes pièces, et bien du coup l'art contemporain peut se retrouver partout dans l'espace public. Oui, alors il y a un renouvellement aussi des lieux d'exposition, il y a beaucoup de lieux hors les murs. Il y a l'ouverture de centres d'art spécialisés dans l'art contemporain. Il y en a un tout près d'ici, le Plateau, hein, qui est bien connu. Donc voilà, il y a un renouvellement aussi géographique, topographique des lieux d'exposition de l'art qui, là encore, rompt complètement avec le paradigme moderne. D'accord. Et quelle est maintenant ta vision peut-être? Parce que le paradigme de l'art contemporain, c'est 2014. Peut-être que tu peux aussi nous parler d'ailleurs de la méthodologie. Donc tu nous as parlé de Kuhn, mais comment est-ce que tu as fait des enquêtes du coup auprès des galeries, auprès des artistes Alors, la méthodologie est d'abord basée sur des enquêtes que j'avais faites dans les années 90, hein, qui ont donné lieu au triple jeu de l'art contemporain, enfin à plusieurs livres hein, que j'ai publiés à partir de la fin des années 90. Et qui étaient essentiellement des enquêtes auprès des publics, et notamment des publics qui rejettent les œuvres d'art contemporain, puisque le fait de refuser l'art contemporain oblige les gens à argumenter leur refus, et donc du même coup donne des éléments de compréhension de ce en quoi les œuvres d'art contemporain transgressent les attentes et donc de leur spécificité. Et aussi, ça m'a permis de travailler sur la façon dont elles sont intégrées au monde de l'art par le travail des intermédiaires spécialisés. Bon. Ensuite, j'ai continué à être évidemment attentive à ce qui se passait et j'ai vu émerger énormément de travaux sur le sujet, donc quelques travaux de sociologues, mais aussi beaucoup d'articles dus à des critiques d'art, des commissaires d'expo qui racontent comment ça se passe, qui parlent des problèmes, qui expliquent les controverses à l'intérieur du monde de l'art pour savoir si dans le cadre d'une installation qu'on refait dans un autre musée, il faut utiliser les mêmes matériaux ou si on peut changer de matériaux. Enfin, il y a toute une littérature interne au monde de l'art contemporain extrêmement profuse que j'ai utilisée pour écrire le paradigme de l'art contemporain. J'ai beaucoup utilisé aussi d'articles dans des journaux spécialisés et aussi des enquêtes qu'ont faites des collègues. Enfin voilà, j'ai un peu fait feu de tout bois et j'ai aussi beaucoup utilisé les anecdotes parce que on raconte toujours des anecdotes, alors bon, des choses amusantes hein, qui font que les gens en parlent. Or, j'ai réalisé que si les gens en parlent, c'est que ça transgresse quelque chose, hein, c'est que ça ne va pas de soi. Et du coup, en analysant les anecdotes, on peut reconstituer ce qui ne va pas de soi et donc ce qui a été fait et ce qui fait la spécificité du geste ou de la proposition de l'artiste. Donc voilà, il y a un mélange d'analyse d'anecdotes, d'utilisation de mes propres travaux, de travaux de mes collègues et de témoignages des spécialistes. Bon, et tout ça fait quelque chose de très varié, mais qui m'a permis de travailler avec l'idée que je n'allais garder dans cette description du monde de l'art contemporain que ce qui me paraît différent de l'art moderne et de l'art classique, en me disant que si j'arrivais à faire 20 pages de
spécificité de l'art contemporain, c'est que mon hypothèse était fausse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment un paradigme. Et je suis arrivée à 300 pages de descriptions qui sont vraiment spécifiques, c'est-à-dire de choses qui ne pourraient pas exister dans le paradigme moderne. Et donc là, vraiment, c'est le signe que l'hypothèse du paradigme de l'art contemporain est une hypothèse qui se tient. Tout à fait. Et donc tu continues à collecter ces anecdotes, à être plus ou moins, mais je m'intéresse moins à l'art contemporain et même à l'art en général parce que je trouve que j'ai un peu fait le tour. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être chercheur, donc je peux renouveler mes objets à ma guise. Donc je collecte quand vraiment c'est un peu spectaculaire, mais bon, je le fais pas systématiquement maintenant. D'accord. Et donc tu dis que tu as fait le tour un petit peu de l'art contemporain. J'ai le sentiment à voir ce livre, c'est-à-dire qu'avec le triple jeu de l'art contemporain, j'avais le sentiment d'avoir vraiment attrapé le fonctionnement du monde de l'art contemporain, avec ces 3 moments de la transgression des frontières de l'art par les propositions des artistes, les réactions négatives des publics qui réagissent à ces transgressions en disant mais c'est pas de l'art, et le travail d'intégration des intermédiaires de l'art qui élargit les frontières de l'art pour pouvoir y intégrer ces frontières, mais du même coup la fuite en avant des artistes qui essayent désespérément pour rester transgressifs de faire toujours plus transgressif. Bon, en gros ça c'était le triple jeu, sauf que ça marchait très bien pour la description de ce qui se passe entre le monde de l'art lui-même et ceux qui sont extérieurs au monde de l'art. Mais je restais un petit peu sur ma faim concernant le fonctionnement interne du monde de l'art. Et ensuite, je me suis dit, allons voir comment la spécificité du paradigme de l'art contemporain a modifié le fonctionnement interne, économique, sociologique, les façons de transporter les œuvres, les façons de les assurer, les façons d'en parler, etc., de les exposer bien sûr. Et donc c'est ça que j'ai voulu explorer avec le paradigme de l'art contemporain. C'est la même chose que le triple jeu, mais l'autre face de la médaille, vue de l'intérieur du monde de l'art. D'accord. D'où l'utilisation après de Thomas Kuhn et de cette fameuse... De cette grille de lecture du paradigme. Et l'utilisation de travaux de collègues, par exemple, il y a des historiens qui ont fait des tas d'entretiens avec des collectionneurs, avec des galeristes, avec des artistes. Je n'avais pas besoin de les refaire, je les ai utilisés. Voilà. D'accord. Très bien. Peut-être maintenant une dernière question quant à l'émergence d'Internet, parce que finalement, Internet bouleverse complètement nos sociétés, l'économie. Et quand on reprend l'historicité, finalement, les réseaux sociaux, c'est début des années 2010, on va dire, donc une petite dizaine d'années. Internet, milieu des années 90, début 2000, pour Internet global. Est-ce que tu sens quelque chose quelle est l'influence finalement, selon toi? Alors maintenant on quitte... Alors je n'ai pas suivi ça de près parce que c'est postérieur à mes enquêtes et puis c'est un travail à plein temps de suivre ça. Mais mon hypothèse, c'est que Internet est très utile pour les jeunes artistes qui veulent faire connaître leur travail et qui n'ont pas forcément de galerie, parce que le grand problème pour un artiste, c'est d'avoir une galerie, c'est d'être montré. Donc c'est un peu comme les salons de peinture à l'époque, sauf qu'il n'y a pas de jury d'admission. Il suffit de se faire un site et de présenter son travail. Le problème évidemment, c'est qu'il y en a énormément, donc ensuite il faut faire le tri. Mais bon, c'est quand même une possibilité de se faire connaître directement sans intermédiaire. Et c'est ça le propre d'Internet en général, pas seulement pour l'art. C'est la disparition, la quasi-disparition des intermédiaires, avec ce que ça implique en termes de multiplication des offres et de manque ou d'absence de sélection, qui est évidemment le grand problème sur Internet. Ça permet aussi de l'auto-édition, je crois que c'est très important aussi. Beaucoup d'artistes proposent des catalogues, des livres d'artistes via Internet, ce qui permet là aussi de se faire connaître. Voilà, par ailleurs, il faudrait... Alors, il y a aussi tout le pan de l'art numérique. Alors, j'ai certains de mes collègues qui ont travaillé là-dessus. Mais bon, c'est un genre, c'est un genre comme la performance, comme l'installation, comme la vidéo. Bon, il faut regarder ce que ça donne. Certains genres, évidemment, sont beaucoup plus facilement disponibles sur Internet, comme les installations vidéo, évidemment. Mais voilà, il faudrait regarder concrètement et aussi avec en tête comment ça évolue. Parce que c'est la courbe sur un temps long. Voilà, il faudrait au moins sur une génération regarder comment évolue l'utilisation d'Internet en art contemporain. D'accord, parfait. Merci beaucoup Nathalie Henny. Merci beaucoup. Super.